d'une aide budgétaire diversement appréciée donc du côté de Diabé. Les sociétés civiles sont d'ores et déjà en train de dénoncer ce nouvel élan donc que cherche d'ailleurs à impulser le président Mohamed Bazoum. Alors à quel jeu joue effectivement le président nigérian avec cette aide budgétaire? Vous aurez quelques éléments de réponse bien sûr à suivre dans le cadre de cette émission de For You Matin. Et puis nous irons du côté de la République démocratique du Congo. Il n'a que ce jour pour quitter le territoire. Il s'agit bien sûr de l'ambassadeur rwandais expulsé samedi dernier par les autorités congolaises. Après des mois de tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Kinshasa a donc annoncé samedi 29 octobre 2022 l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda présent dans le pays. Cette décision a été communiquée à l'issue d'une réunion du Conseil supérieur de défense présidée par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Ce dernier avait fait d'ailleurs état d'une arrivée massive d'éléments de l'armée rwandaise pour appuyer le mouvement du 23 mars en vue d'une offensive générale contre les positions des forces armées congolaises. C'était samedi dernier. Le M23 a donc progressé de façon significative du côté de l'est de la République démocratique du Congo, s'emparant au passage de deux nouvelles villes. Il s'agit bien sûr de Kiwanja ou encore de Ruchuru dans le centre du pays. Est-ce qu'on regarde la situation qui prévaut sur le terrain? On peut désormais parler d'une désescalade. Est-ce que peut-on encore croire à une éventuelle désescalade entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Voilà une autre interrogation sur laquelle nous reviendrons longuement ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin. Ça sera bien sûr en deuxième partie. Nos invités seront deux. Le consultant permanent de cette émission de For You Matin, il s'agit bien sûr du Dr Sango que nous aurons l'honneur de présenter dans quelques minutes seulement, et en direct de Belgique ce matin, Tapé Goubera. Il est enseignant, il est surtout président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique, en abrégé BORAF. Il sera également des nôtres pour nous prêter bien sûr son expertise. Voilà donc ainsi déclinées les différentes thématiques qui nous accompagneront ce matin, sans toutefois oublier les articulations de cette émission de For You Matin, la revue de presse tout à l'heure à partir de 7h30 et bien sûr en toute fin d'émission la rubrique culture. Voilà donc ainsi déclinées les différentes articulations de cette première production de la semaine. Voici venu le temps dans l'information telle que traitée par la rédaction centrale de For You Media sur la semaine qui vient de s'écouler. Au regard de faits qui précèdent, le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qui l'instrumentalisent à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui. Son retrait sans délai ni condition. Dans un communiqué, le Rwanda a noté avec regret dimanche la décision de la RDC d'expulser son ambassadeur à Kinshasa. Candidat malheureux aux élections présidentielles de 2018 en RDC, l'opposant congolais Martin Fayulu. Permettre aux Sénégalais de choisir pour la toute première fois leur président et rien d'autre, voilà ce que réclament ces organisations de la société civile déterminées à dissiper le doute sur une éventuelle candidature du président Macky Sall en 2024. Le Sénégal, depuis le départ du président Senghor nous a imposé Abdou Diouf, on a enlevé Abdou Diouf, juste on a enlevé Abdoulaye Wade, ainsi de suite. C'est-à-dire le Sénégal n'a jamais choisi un président. On a toujours enlevé le président qui était là. Et
Si M. Macky Sall respecte sa parole, il permettra, en ne se présentant pas, bien sûr, il va permettre aux Sénégalais pour la première fois de choisir vraiment un président. Parce que, encore une fois, je ne sais pas si je me fais comprendre, nous n'avons jamais choisi de président. Nous avons toujours enlevé le président qui était là parce qu'il a déçu, pour mettre après n'importe qui. En fait, tout sauf celui qui est là. Or, le président Macky Sall a l'occasion de nous offrir la possibilité, pour une fois, de choisir. Éviter de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. C'est le sens de cette lettre ouverte de l'initiative citoyenne contre le troisième mandat au Sénégal. Principal bénéficiaire dans la lutte contre un troisième mandat en 2012, le président sénégalais est clairement interpellé sur sa volonté jadis de renforcer les acquis démocratiques basés sur la limitation du nombre de mandats conformément à la charte fondamentale de 2016. Les citoyens sénégalais espèrent donc que cette disposition est parfaitement comprise par le président Macky Sall, d'autant plus que la limitation des mandats à 2 ans est sans équivoque et définitivement ancrée dans la loi fondamentale qui organise le mode de représentation et les mécanismes démocratiques de la République, en rappelant qu'un passage en force pourrait conduire le pays dans le chaos. Les organisations de défense des droits humains et de la démocratie en appellent au sens patriotique et au courage politique du président Macky Sall. Candidat malheureux aux élections présidentielles de 2018 en RDC, l'opposant congolais Martin Fayulu, favorable à un report des prochaines élections présidentielles de 2024, dit pouvoir renoncer à cette requête sous 2 conditions. La première étant que l'actuel président Félix Tshisekedi renonce au pouvoir dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire au plus tard le 23 janvier 2023. L'autre condition pouvant justifier un non-report des élections, selon Martin Fayulu, c'est que le président du Sénat, devant assumer la vacance de l'exécutif, comme le prévoit la Constitution congolaise, organise des élections législatives et présidentielles 4 mois après la vacance du président, soit avant le 23 mai 2024. Martin Fayulu, qui continue de revendiquer la victoire présidentielle de 2018 et candidat annoncé aux prochaines échéances électorales, estime, et s'appuyant sur l'avis de certains experts, qu'il est impossible d'avoir des élections correctes et impartiales dans les délais actuels. Les leaders du parti SID, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, continuent de fustiger le mandat de Félix Tshisekedi, notamment sur sa politique de gestion du conflit frontalier avec le Rwanda, pour lequel il estime que la RDC doit rompre tout rapport diplomatique avec le pays de Paul Kagame. Pour Martin Fayulu, président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, le président Félix Tshisekedi devrait rompre ses relations diplomatiques avec le Rwanda, notamment renvoyer l'ambassadeur rwandais, exposer le conflit rwando-congolais aux Nations Unies et à l'Union africaine. Le peuple ne veut pas de cette agression, le peuple ne veut pas de cette violence et Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de suivre le peuple. La première chose, je l'ai dit et je le répète, on devait renvoyer l'ambassadeur rwandais à Kinshasa et rappeler notre ambassadeur à Kigali, rompre les relations diplomatiques, porter l'affaire à l'Union africaine et aux Nations Unies, très clairement. Le futur candidat à l'élection présidentielle prévue en fin 2023 rejette la solution prônée par la communauté internationale et le président Félix-Antoine Tshisekedi, notamment le déploiement des forces militaires d'Afrique de l'Est au Congo, entre autres le Kenya, le Burundi et l'Ouganda. Le Congo n'est pas dans l'Afrique de l'Est. Et ça, c'est M. Kagame qui a amené M. Félix Tshisekedi dans cette affaire pour l'avoir davantage, pour balkaniser maintenant économiquement les Congo. Mais tout à fait, le Rwanda y est parce que c'est le Rwanda qui est dans le renseignement. Vous savez bien que dans les opérations militaires, les renseignements, c'est la clé. Donc le Rwanda y sera. Le Rwanda y sera. Donc pour nous, Eastern African Community, ce n'est pas notre affaire. Le Congo doit renforcer son armée, entraîner son armée, équiper son armée et avec la volonté des Congolaises et des Congolais, nous allons gagner cette guerre. Et si nous voulons un renfort, c'est que nous devons nous adresser aux pays partenaires, les vrais du Congo, pour combattre l'agression. Rappelons que la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir le mouvement du M23
un groupe armé issu d'une ancienne rébellion, Tutsi, qui a repris les armes en fin 2021 malgré les accords de paix signés en 2013. Kigali, qui rejette ces allégations, dénonce de son côté des discours de haine anti-rwandais. Après les communes d'arrondissement de Douala 2 et Douala 3, le maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassadine, a tenu une rencontre bilatérale le 25 octobre 2022 au cercle municipal de Douala 4e avec l'ensemble du conseil municipal de cette municipalité. Celle-ci vise à approfondir le dialogue entre la mairie de la ville de Douala et les communes d'arrondissement qui composent la ville. Objectif, avoir une gestion concertée et participative de la ville à eux confiée par les électeurs. Ces rencontres bilatérales, nous en sommes à la 3e aujourd'hui, nous ont permis d'aller au fond des choses et de regarder dans le détail les axes possibles de convergence dans les plans d'action de nos différentes communes et communautés. Et puis de regarder aussi les points qui peuvent susciter des incompréhensions ou des divergences et d'essayer de les aplanir. C'est le but de l'exercice, c'est un exercice de dialogue et de concertation. En sa qualité d'autorité municipale de Douala 4e et bénéficiaire de la rencontre, le maire de la commune d'arrondissement de Douala 4, Dr Edouard Hervé Mobipa, a marqué sa satisfaction, non sans égrener un chapelet de besoins de sa municipalité. Douala 4 est heureux de recevoir le maire de la ville. Nous sommes heureux de recevoir le maire de la ville parce que, vous savez, la mairie de la ville, la mairie d'arrondissement, nous sommes tous au service des populations. Et vous savez que les compétences, parmi les compétences donc dévolues à chacune de ces entités, il y a des compétences dévolues à la mairie de la ville. Et nous sommes contents qu'il soit venu ici aujourd'hui pour toucher du doigt et pour savoir qu'est-ce que les populations de Douala 4 veulent de la mairie de la ville. Et nous lui avons dit les routes, les routes, les routes. Nous lui avons dit que nous avons besoin d'éclairage public. Nous lui avons dit que nous avons besoin qu'il nous aide à faire en sorte que nous puissions avoir de l'eau potable dans tous les quartiers de Douala 4. C'est essentiellement ça. Les préoccupations que le maire de la ville de Douala a pris en compte, lequel entend d'ailleurs multiplier pareilles initiatives. Nous prenons date que nous allons reprendre cet exercice au moins une fois par an et faire en sorte que nous puissions approfondir la qualité du dialogue. Il s'agit ici de la qualité du dialogue. On a l'occasion de se rencontrer souvent, mais c'est la première fois que nous recevons d'ailleurs de la mairie de Douala 4e un ensemble de préoccupations clairement formulées et nous allons donc voir là-dedans ensemble quelles sont celles que nous allons prendre comme priorité et les intégrer dans le budget de la communauté urbaine. C'est que nous pouvons intégrer. Les autres, certains pourront peut-être trouver aussi des solutions, y compris dans le cadre de la coopération centralisée et tout ça. Voilà. Notons par ailleurs que président de cette séance de travail, le sous-préfet du 4e arrondissement de la ville de Douala, Christophe Offier, a salué l'initiative tout en proposant son accompagnement pour la réussite de celle-ci. La présente rencontre, qui se veut être une réunion de consultation pour un cadre de synergie d'action, va permettre d'améliorer le quotidien de vie des Doualais. Sur le conflit qui lie la Russie et l'Ukraine, l'Afrique du Sud se dit ne pas s'en mêler. Une position neutre que prend Pretoria depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Un non-alignement qui place le pays sur la légalité de respecter ou non les sanctions imposées par les États-Unis. En date du 27 octobre dernier, le porte-parole du gouvernement, Vincent Magvenia, avait déclaré lors d'un point de presse que l'Afrique du Sud n'avait aucune raison d'empêcher un yak appartenant aux oligarques russes d'accoster dans ses eaux territoriales. Quant à l'opposition sud-africaine, le gouvernement s'exposerait à des lourdes sanctions s'ils autorisaient le yak d'accoster. S'il arrivait au gouvernement de prendre parti dans ce conflit, ce serait une décision qui pourrait coûter cher au pays. Pour l'heure, l'Afrique du Sud a le devoir moral de faire tout ce qui est à son pouvoir pour garder l'équilibre et de ne pas avoir un parti prenant dans cette lutte stratégique entre l'Union européenne, les États-Unis et la Russie. La plateforme Beoko condamne toute déclaration dénuée
de tout fondement et dont l'objectif recherché est d'installer encore par les mêmes personnes soutenues par certaines puissances le désordre en République centrafricaine pour assouvir leur soif du pouvoir. Dans cette déclaration, la plateforme composée de partis et associations politiques condamne par ailleurs l'appel irresponsable du BRDC aux institutions et organismes internationaux de suspendre toute coopération avec la République centrafricaine. Selon son coordonnateur, maître Patrick Thierry Akoloza, la plateforme BEOCO réaffirme son soutien indéfectible au président de la République et au gouvernement. Soutient par ailleurs, comme l'ensemble du peuple centrafricain, l'initiative d'une nouvelle constitution pour la République centrafricaine. Le 5e point de cette déclaration exhorte le gouvernement détenteur de la violence légitime d'assurer et de préserver la quiétude sur l'ensemble du territoire, en réponse à certains leaders de l'opposition ayant brillé par des déclarations qui frisent à un appel au désordre, des actes de diffamation et d'injures publiques contre le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra. Moustapha Masri quitte les rangs du Parti des Transformateurs. Une figure de pro de la principale formation politique d'opposition tchadienne, jusqu'ici vice-président du parti. L'annonce de sa démission, il l'a faite le mercredi 26 octobre, disant ne plus être en adéquation avec la nouvelle voie prise par son parti. Notre lutte a été dévoyée et détournée de ses valeurs fondamentales. La conquête du pouvoir ipso facto absolu au détriment de nos valeurs a pris le dessus. Le leadership qui devait guider nos actions a laissé la place à la singularité. Un déchirement au sein du Parti des Transformateurs, actuellement la principale formation d'opposition au Tchad, qui était d'ailleurs à l'initiative des marches populaires qui ont fait une 50aine de morts le 20 octobre dernier. Une tournure dramatique qui justifie en partie la désolidarisation de Moustapha Masri à son frère d'armes, le président du Parti des Transformateurs, Success Masra. Soit est un choix personnel, autant le choix de partir est personnel, toujours guidé par ses valeurs. Au nom de ces valeurs de paix, d'unité, de la démocratie et de la lutte pacifique, nous prenons la décision de nous dissocier et rejetons cette nouvelle voie prise à laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Tout en déplorant le bilan des marches du 20 octobre, soit environ 50 morts et près de 300 blessés selon les chiffres officiels, et 80 morts pour plus de 1000 blessés selon l'opposition et une partie de la société civile, Moustapha Masri s'est adressé au président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, conseillant la voie du dialogue et du consensus afin de consolider la démocratie et l'unité du pays. C'était le round-up de l'actualité, l'information telle que traitée par la rédaction centrale de For You Media sur la semaine qui s'est écoulée. Vous avez d'ailleurs suivi cette sortie de Martin Fayulu qui appelait bien sûr le président congolais Antoine Tshisekedi à rompre toute relation diplomatique avec le Rwanda. 24 heures plus tard, la décision est donc tombée à l'issue bien sûr de ce conseil des ministres tenu et présidé par le président Félix Antoine Tshisekedi. L'ambassadeur rwandais a donc été expulsé. Il a jusqu'à ce lundi 31 octobre pour donc quitter le territoire congolais. Nous reviendrons sur cette actualité en deuxième partie de cette émission de For You Matin. En première partie, nous parlons du Niger, nous parlons de cette enveloppe budgétaire que vient donc d'approuver le Trésor français, une enveloppe évaluée à 15 millions d'euros en faveur de Niamey du côté de Niger. En contrepartie, Paris consolide donc sa présence militaire sur le sol nigérien. À quel jeu joue
véritablement le président nigérien, M. Bazoum. Ce matin, nous tentons bien sûr de répondre à cette interrogation. Et pour en parler, nous accueillons bien sûr sur ce plateau le premier invité de cette émission de For You Matin. Il s'agit de notre consultant permanent. C'est le docteur Sango. Il est politologue, il est internationaliste, il est expert des questions internationales, certifié en langue et culture camerounaise. C'est un plaisir de l'avoir ce matin, une fois de plus dans le cadre de cette émission de For You Matin. Bonjour à vous, docteur. Bienvenue. Bonjour très cher Baudelaire, bonjour à la technique, bonjour au top management, bonjour aux téléspectateurs qui nous écoutent ce matin. Je suis fier d'être encore là ce matin pour analyser les thématiques qui font l'actualité tant du continent que du monde. J'ai saisi l'occasion qui m'est offerte d'ailleurs pour adresser mes vœux de bon début de semaine à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bon début de semaine à tous les téléspectateurs qui nous regardent et nous suivent au quotidien sur les antennes de For You Media Africa. Et je vous le disais, nous aurons également dans le cadre de cette émission la présence de Tapé Grubera. Il est enseignant, il est surtout président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique, en abrégé MORAF. Il réagira en direct de Bruxelles. Docteur Sango, vous avez suivi cette actualité relative bien sûr, ou bien avant bien sûr d'entrer de plein fouet dans cette thématique-là, on en profite pour saluer également Monsieur Tapé qui nous a rejoint. C'est un plaisir de l'avoir une fois de plus ce matin dans le cadre de cette émission de For You Matin. Bonjour à vous Monsieur Tapé Grubera et bienvenue. Bonjour Monsieur Baudelaire Nguema, merci pour l'invitation. Je salue la direction de For You Media ainsi que les téléspectateurs de cette chaîne panafricaine qui fait beaucoup pour l'Afrique. Merci donc à vous, Monsieur Tapé. Le Trésor français vient donc officiellement de valider une aide budgétaire évaluée à 15 millions d'euros en faveur de Niamey. Le Niger donc qui consolide ses relations avec la France, ou alors devrais-je dire Paris, qui consolide sa présence du côté de Niamey, puisqu'en contrepartie, la France devrait donc conforter sa présence militaire sur le terrain. Docteur Sango, vous avez suivi certainement cette actualité. On parle d'une enveloppe de 15 millions d'euros en faveur du Niger. En contrepartie, Paris consolide sa présence militaire au Niger. Quelle appréciation faites-vous de cette actualité qui est tombée en fin de semaine dernière? Alors l'appréciation que moi je pourrais faire en tant que modeste analyse, c'est quoi? C'est que Paris est en train de vouloir se repositionner dans le continent, dans un contexte où elle a du mal à pouvoir s'étendre, dans un contexte où les peuples africains, les populations africaines et certains politiques africains ont décidé de rompre avec ce phénomène manichéen qu'est la France-Afrique. Ce phénomène qui avait longtemps maintenu les Africains dans l'esclavage, dans le processus du statu quo, ce phénomène qui avait longtemps empêché les pays africains de se mouvoir économiquement et politiquement. Vous savez donc que du point de vue du contexte, cette France-là a été, n'est-ce pas, ici repulsée du côté du Mali et davantage également du côté de la RCA. Et même du côté du Cameroun, du moins cette France-là n'a plus la main mise, n'a plus le contrôle total dans ses ex-colonies. Donc aujourd'hui, le Niger apparaît comme étant ce pays où la France, qui pourrait permettre à la France de pouvoir se relancer, de pouvoir se repositionner. Le Niger apparaît aujourd'hui comme ce centre d'opérationnalisation, comme cet épicentre de la France pour pouvoir réinstaurer son influence qui est de plus en plus en dégénérescence en Afrique. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette continuité du phénomène de la France-Afrique au Niger. Cette France-Afrique-là qui a toujours fonctionné à travers certains mécanismes géopolitiques, géoéconomiques et géoculturels. Outre les mécanismes géopolitiques que nous avons toujours vus à travers la colonialité du pouvoir, à travers le discours de la bolle de 90, aujourd'hui nous sommes, à travers cette aide budgétaire qu'elle vient de concéder au Niger, en pleine matérialisation des mécanismes géoéconomiques. Mais ces mécanismes géoéconomiques se manifestent par quoi? Se manifestent généralement par un outil fondamental qui est l'aide publique
au développement. Donc cette aide-là que la France vient aujourd'hui d'octroyer au Niger, ce n'est pas une aide philanthropique, ce n'est pas une aide parce que la France aime le Niger, ce n'est pas une aide parce que la France voudrait combattre le terrorisme au Niger. C'est une aide qui est instrumentalisée, c'est une aide qui apparaît comme un instrument par lequel la France va tenir ce pays-là, non seulement à travers des années, mais également une aide qui va permettre à la France de pouvoir sauvegarder leur intérêt. Donc aujourd'hui, cette aide-là que la France vient d'octroyer au Niger, moi je l'analyse tout simplement sous le prisme de la continuité de la France-Afrique et plus précisément sous le pan d'un de ces mécanismes qui est le mécanisme géoéconomique et géocommercial. Donc aujourd'hui, le Niger, à travers son président Bazoum, apparaît comme l'un des pays qui fait le jeu de ce que nous avons souvent appelé ici le jeu des laquais, le jeu des relais. Ces endocolons qui réussissent encore aujourd'hui à jouer le jeu de l'Occident. Depuis l'histoire et jusqu'aujourd'hui, nous allons toujours trouver les pareilles personnes. Et je pense que le discours panafricain que nous faisons ici chaque jour, que nous portons chaque jour à travers les médias panafricains comme For You Media, c'est un discours qui vise à dire à ces gens-là que ce jeu n'est pas un jeu qui soit favorable pour l'Afrique. C'est un jeu qui a longtemps joué contre l'Afrique et aujourd'hui, dans un contexte où le continent veut se libérer, dans un contexte où le continent veut aussi de plus en plus jouer un rôle dans le concert des nations, il est important que tous les enfants de l'Afrique parlent avec unanimité et univocité sur ce que devrait être l'avenir de l'Afrique. Mais malheureusement, encore dans le continent africain, nous avons encore ce genre de personnes, ce genre de pays qui se livrent encore au jeu de l'instrumentalisation, au jeu, n'est-ce pas ici, de la domination du continent occidental sur le continent africain. Mais je pense qu'en tant qu'analyste, la configuration des rapports de force actuels court en défaveur contre ces personnes-là. Parce qu'il y a eu un temps dans le passé, c'est eux qui étaient en rapport de force. D'accord? Cet Occident-là était en position de force parce qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui couraient à leur faveur. On n'avait pas encore l'outil de la mondialisation que nous avons aujourd'hui, qu'est l'Internet, qu'est la communication, qui a permis au peuple de pouvoir, n'est-ce pas ici, se former, de pouvoir entrer en connaissance de certaines problématiques qui restaient jusque-là cachées dans les seuls agendas politiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette configuration des rapports de force qui est de plus en plus en faveur des pays africains va s'opérationnaliser, quels que soient ces petits obstacles que nous vivons encore sur le terrain, à l'instar des pays comme le Niger et plus précisément de son président Bazoum. Monsieur Tapé, l'enveloppe budgétaire, celle qui est qualifiée bien sûr d'une aide de la part de Paris, est évaluée à 15 millions d'euros. Elle devrait, selon bien sûr le Trésor français, permettre à Niamey de faire face à l'inflation qui frappe le pays actuellement. Mais il y a une contrepartie, celle bien sûr qui permet à Paris d'accroître et de renforcer sa présence militaire du côté bien sûr du Niger. Quelle appréciation faites-vous, ou du moins quelle lecture pouvez-vous faire sur cette actualité précisément? Docteur Sanko. Et aussi dire que il vient de faire une très grande analyse à laquelle je souscris totalement et dont je voudrais apporter quelques petits éléments. Merci par rapport à la question. Vous savez, vous venez de parler du Trésor français. Mais comme nous sommes sur une chaîne panafricaine, je le dis notamment For You Media, et il nous appartient, lorsque nous intervenons, ce n'est pas parce que nous avons la science infuse, mais d'être pédagogique, ça veut dire de donner des informations. Parce que les gens pensent que quand on parle de panafricanisme, c'est un vent à la mode qui va disparaître.
mais il y a une vision et nous disons les choses de manière concrète. J'ai parlé tout à l'heure du trésor, enfin vous avez parlé du trésor, je reprends le terme du trésor français. Beaucoup peut-être ignorent ou bien le savent que chaque année, nos pays, les pays africains qui font partie de ce qu'on appelle des francs des colonies d'Afrique, qui sont au nombre de 15, déposent 50% de leur avoir au trésor français. Donc vous voyez, nous déposons 50% de nos avoirs au trésor français et c'est le trésor français qui nous donne un crédit. C'est aussi simple que ça à comprendre. C'est comme moi, vous, nous déposons 50% de nos salaires au docteur Sanko et puis lui, après, il enlève quelques, enfin, peut-être 1000 francs ou 2000 francs qu'il nous remet à chacun d'entre nous sous forme de crédit. Vous voyez, ce jeu malsain. Ce jeu malsain. Là, je vais lire un élément qui a eu lieu lors du Sénat français. C'était une question. Et donc, on nous dit que le produit d'exploitation du Niger, c'est-à-dire l'uranium, représente 70% des ressources du pays. 70%. Mais il ne représente que 4 à 6% des ressources budgétaires de l'État, contre 40% de l'aide au développement. C'est-à-dire, c'est impensable. Le Niger dépose 50% de ses avoirs. Le Niger, sa grande partie, c'est-à-dire ce qu'elle exploite, qui fait qu'elle a de l'argent, c'est l'uranium. Donc, c'est 70% de ces matières, à part c'est l'uranium qui est vraiment, les 30% c'est les autres. Et le Niger gagne 4 à 6% de l'uranium, alors que la France, qui paraît gentille, qui lui prend 50% de ses avoirs, lui donne 40% de l'aide au développement, c'est-à-dire une forme de crédit. Et nous avons des dirigeants de la trempe de M. Bazoum, qui faisait partie du du gouvernement de M. Youssoufou Mahamadou, et qui ont signé le dernier contrat. Donc aujourd'hui, il s'étargue parce que dans ce dernier contrat, qui a été signé le lundi 26 mai 2014, la part du Niger est passée de 5,5% à, tenez-vous bien, à 12%. Bon, on dira, il y a un gain, mais c'est quand même l'uranium du Niger. Mais ce qu'on oublie de mentionner, c'est que, en même temps, les compagnies qui font partie de Areva, à savoir la Sommer, la Cominac, sont exemptées de TVA. Donc, il y a un système, un mécanisme qui est fait pour rendre le Niger pauvre. C'est-à-dire, c'est vraiment une organisation. Et nous avons donc des dirigeants dont on prend leur propre argent pour leur faire des crédits et qui aujourd'hui pensent qu'ils sont ce qu'on pourrait, ce que disait Brzezinski dans son livre, des pivots géostratégiques. C'est-à-dire que dans la thèse peut-être de Bazoum, peut-être à bon escient, il pense qu'il y a un élément qui peut influer sur la politique géopolitique de la France. Mais il rêve. Il rêve. Il rêve. Et il rêve. Parce que ce qui en est, c'est vraiment un drame. Parce qu'il rêve. Les Français, ils vont certainement peut-être finir à un moment donné d'exploiter l'uranium du Niger qu'ils exploitent depuis 1959. Et demain, ils vont leur tourner le dos. Et ils ne sont pas dans les états d'âme. Donc, c'est quelle aide il s'agit? Tout à l'heure, le docteur Sanko l'a dit, ce n'est pas une aide, c'est un crédit. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, les Occidentaux appellent aide un crédit dont le taux d'intérêt est presque nul. Je dis bien, un crédit dont le taux d'intérêt est presque nul. C'est ça qu'ils appellent une aide. C'est-à-dire, je vous donne, pour prendre un exemple avec le franc des colonies, je vous prête 1000 francs et je vous dis, bon, vous me rendez les 1000 francs. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent une aide. Sinon, je peux vous dire, je vous prête 1000 francs, vous me rendez 2000 francs. Voilà ce qui en est. Et donc, on ne va pas encore véritablement, pour ça, continuer d'installer des bases. Aujourd'hui, comment on appelle des bases militaires encore de plus en Afrique. Parce que rappelez-vous, lors de la fameuse rencontre du G5, à laquelle seul M. Bazoum a pris part, M. Macron a dit une phrase
qu'il veut transformer cette situation des bases en une coopération. Or, pour ceux qui se souviennent de coopération, c'est ça que nous voyons en Côte d'Ivoire. Puisqu'on parle de coopération, c'est l'installation des bases militaires sur le sol des pays africains. Donc, ce qui veut dire qu'à long terme, peut-être à moyen long terme, on va installer une base militaire sur le sol nigérien. À quelle fin? À quelle fin? Depuis 2013 que la France est là, d'après elle, elle a perdu 53 personnes. Elle n'a jamais dit combien de terroristes elle a tués. Elle n'a jamais dit, mais elle ne parle pas des morts nigériens. Pour prendre le cas de ce pays, à la fois des corps habillés, c'est-à-dire les policiers, les militaires, les gendarmes, et des populations civiles. Nous sommes vraiment dans une situation ubuesque qui est incompréhensible dans l'entendement de beaucoup d'Africains, de savoir que pour ces 15 millions de petits euros, on va faire une publicité, alors que ce qu'on prélève comme impôt colonial au Niger est 2 fois, 3 fois, peut-être plus supérieur à ce qu'ils versent au trésor français. Donc, c'est impensable. Et puis, quand on parle du trésor français, parce que si on déposait cet argent à la Banque de France, oui, on peut comprendre, mais on dépose au trésor français. En France, ce sont les contribuables français qui déposent leur argent au trésor français. Donc, ce qui veut dire que le Niger, comme d'autres pays, et les Nigériens, sont des contributeurs de l'impôt français. Mais il faut que nous apprenions à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants? Même si on dit qu'ils sont des laquais, à un moment donné, ils ne mettent pas quand même de l'eau dans leur narine, mais dans leurs oreilles. Donc, pour finalement répondre à cette question, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, je vais être un peu grossier, c'est du pipeau, c'est du vent qu'on vend aux Nigériens. Et M. Bazoum, malheureusement, il joue un jeu dangereux parce que les populations ne veulent pas. Je vais peut-être revenir dessus par la suite. Point tout à l'heure, celui bien sûr de l'installation des bases françaises sur le continent africain. On se souvient que dès le départ de Barkhane au Mali, c'est le Niger qui avait donc visiblement ouvert ses portes à la force française. Que pensez-vous de cette contrepartie? C'est-à-dire, on vous promet une enveloppe de 15 millions d'euros en disant que derrière, c'est une enveloppe qui va vous servir à faire face à l'inflation. Et la contrepartie est celle de renforcer la présence militaire française sur votre sol. Vous pensez que cette contrepartie est aujourd'hui à la hauteur des attentes de Niamey? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, absolument pas du tout. Parce que, avant même de parler de l'inflation, on va revenir, puisque vous avez évoqué quelque chose qui est très important. Oui. On va parler de ce drame qui a eu lieu le 27 novembre 2021. Au cours duquel il y a eu 3 morts nigériens. Parce que vous avez évoqué, lorsque les forces Barkhane ont été chassées du Mali, oui, elles ont traversé un certain nombre de pays, dont le Niger, et où il y a eu 3 morts. Ça, c'est la version officielle. On ne parle pas des blessés. Mais ce qui est quand même assez surréaliste, c'est que dans cette situation, je vais prendre une partie d'abord, donc je vous parle du 27 novembre, qu'il y a eu ces 3 morts. Ce n'est que le 17 décembre que, c'est-à-dire plus de 2 semaines après, que M. Bazoum a demandé aux Français de faire la lumière sur ces 3 morts. Vous voyez, 2 semaines après. Et je vais lire le communiqué, une partie du communiqué du ministère du Nigérien de l'Intérieur. On dit l'exploitation des résultats de l'enquête de la gendarmerie du Niger et de l'armée française n'ayant pas permis de cerner le déroulement exact des événements qui ont provoqué la mort et les blessures des manifestations du Niger et la France ont décidé d'assurer ensemble le dédommagement des familles des victimes ainsi que des blessés. Donc, il paraît que les enquêtes à la fois de la gendarmerie du Niger et des forces françaises n'ont pas été capables de dire ce qui s'est réellement passé. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'impression que ça s'est passé sur une autre planète. Oui. Donc, comme c'est comme ça, alors le Niger et la France vont dédommager des Nigériens tués sur leur propre sol, pas des soldats français. Quand j'ai lu ça, je voulais comprendre. Je voulais comprendre.
Et on allait plus loin. On a même licencié le ministre de l'Intérieur. On a même licencié le... Je vais chercher son nom. C'est le monsieur Al-Kasha Al-Kadi, ainsi que le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Salif Ouakas. Vous voyez cette situation. Et donc, quand il y a des manifestations, et que fait M. Macron? M. Macron va nommer un monsieur Sylvain Ité. Ce monsieur Sylvain Ité, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque c'était un peu l'homme Afrique entre deux de M. Macron, il va aller rencontrer le haut commissariat du Niger, c'est-à-dire la diaspora nigérienne en France, à Paris, pour leur parler, pour voir qu'on laisse cette histoire de sentiment anti-français. C'est-à-dire que la préoccupation réelle des Nigériens est mise de côté, mais ce qui en est, comme vous l'avez posé comme question, c'est comment faire pour que la France puisse s'installer. Donc, la question de l'inflation, de quelle inflation parle-t-on? Il y a longtemps, lorsqu'il y a eu le Covid, les pays, la Banque centrale européenne, elle a utilisé la planche à billets. Elle a utilisé la planche à billets, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les hauts économistes, mais français qui l'ont dit. Mais nous, qui sommes arrimés à l'euro et dont cette monnaie, sous-monnaie, que le franc CFA est fabriqué en France, qu'a fait la France? Au lieu de faire utiliser aussi la planche à billets pour qu'on puisse lutter contre l'inflation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué à faire des crédits aux pays africains à leur propre argent. Donc ici, en voulant parler de l'inflation, de quelle inflation? On parle de quelle inflation? Je ne sais pas. Ici, les Nigériens parlent de leur survie. Il y a une réalité. Ce n'est pas une économie qu'il faut sauver. Ce qu'il faut sauver, c'est le pouvoir d'achat réel des Nigériens. Et ce pouvoir d'achat, on peut l'obtenir avec les avoirs et les ressources de ce pays, si ces ressources sont payées correctement. Je vous ai dit, ça représente 70% des exportations du Niger. Mais il n'y a que 4 à 6% qui sont mis dans le budget de l'État. Où vont le reste? Où vont la différence? Où vont ces autres ressources? Où ça va où? Parce que nous devons prendre 50%, c'est-à-dire 50% de ces ressources sont déposées au trésor français. Et c'est là qu'on prend de l'argent pour, soi-disant, venir déposer et venir aider comme on appelle nos pays, notamment celui du Niger, à lutter contre l'inflation. Le Niger a des préoccupations réelles. Je vous ai dit, et je le dis sur cette chaîne, et je répète, nous avons un problème de sécurité. La question de la sécurité alimentaire, de la sécurité physique. Chaque jour, des voyous qu'on appelle terroristes, qu'on appelle djihadistes, qui sont armés par les puissances occidentales, par les juntes souvent occidentales, attaquent dans un cadre géopolitique et géostratégique nos États pour pouvoir donner cette illusion à nos États ou bien à nos dirigeants que eux, tant que les autres ne sont pas là, ils n'ont pas la sécurité. Il y a aujourd'hui 3000 soldats militaires français qui sont là-bas. Ça y est, c'est 3000 emplois des Nigériens qui sont utilisés. C'est-à-dire que si en réalité, M. Bazoum et son gouvernement a un plan militaire, on dira aux Français, peut-être dans un premier temps, mais c'est de recruter 3000 Nigériens qui vont avoir de l'emploi, qui vont avoir des armes pour défendre leur propre territoire, parce que eux, ils savent que c'est leurs parents qui sont attaqués, et qui vont avoir les outils qu'il faut pour qu'ils défendent leur pays. C'est ce qu'on demande. On ne demande pas des petits, des budgets ou bien des petites sommes pour nous distraire. C'est ce qu'on demande. Et quand nous parlons de la Russie, parce que les gens disent, oui, nous sommes dans une situation de vent en poupe. Aujourd'hui, la situation est inversée au Mali. La situation est inversée en Centrafrique. C'est ça, c'est du réel, du concret. Si ce dont je viens de parler, si la France voulait le faire, elle l'aurait fait au Niger. Je vous ai dit, il y a 3000 soldats français. Mais c'est 3000 emplois pour les Nigériens. 3000 emplois. Il y a des jeunes Nigériens qui ont envie de travailler. On leur dit, c'est par rapport à votre formation, vous devez venir. En 6 mois, on a fini de former ces 3000. Les Nigériens ne sont pas moins intelligents que les autres. En 6 mois.
Donc on a un plan militaire, 3000 militaires, bien armés avec des drones, avec des outils de défense ultra sophistiqués, comme on veut le faire, comme on le fait en Ukraine. Je vous rassure qu'en même pas 6 mois, on ne parlera plus de terrorisme, de djihadisme là-bas. Donc c'est vraiment de la plaisanterie et que M. Bazoum arrête parce qu'il sait en réalité quel est le sens de cette situation. Simplement parce que les Nigériens ont demandé, après cette manifestation, il y a eu une dernière manifestation qui a eu lieu en septembre dernier, ont demandé à bas la force Barkhane que cette force d'occupation puisse partir. Et ils ont brandi des drapeaux comment on appelle, de la Russie. Mais en fait, M. Bazoum appelle, ou bien est dans cette disposition, parce qu'il n'a plus confiance. D'abord au peuple et à l'armée. Donc il a besoin, pour régner pendant cette phase, je dis régner, il ne gouverne pas, pour régner pendant ces 5 ans, peut-être il va vouloir faire encore un deuxième mandat, il a besoin d'une force extérieure qui va le protéger. Et il n'y a que cette force. Donc cette force-là, elle n'est pas là pour le Nigérien. Parce qu'on va attaquer le Niger, elle ne va pas bouger d'un iota. Elle est là pour sécuriser les avoirs d'Areva, pour sécuriser les avoirs de la France, pour sécuriser M. Bazoum et peut-être sa famille, bien son propre, mais pas pour le Niger. Voilà ce que je tenais à dire sur cette partie. Merci à vous, Monsieur Tapé. Docteur Sango, la partie française nous parle surtout d'une enveloppe qui devrait permettre de faire face à l'inflation. Pourtant, les projections du Fonds monétaire international sont plutôt encourageantes concernant d'ailleurs ce pays, qui est d'ailleurs le Niger. Le FMI parle aujourd'hui d'une économie nigérienne globalement résiliente avec bien sûr taux de croissance chiffré à 6,7% pour ce qui est de cette année 2022 et à plus de 7% pour l'année 2023. Mathématiquement donc, quand on regarde, quand on fait face à une économie plutôt résiliente avec des chiffres plutôt encourageants, on n'a pas besoin d'une aide budgétaire. Mathématiquement donc, on comprend clairement que la position de M. Tapé est justifiée derrière ce que le Trésor français qualifie d'aide budgétaire. Il y a forcément un agenda caché. Oui, d'abord, je vais saluer la pertinence des analyses de mon co-panéliste Tapé du côté de la Belgique, qui vient de ressortir avec maestria ce mécanisme d'esclavage et de domination qui est en train d'être orchestré par la France du côté du Niger. Non, vous parlez du FMI aujourd'hui, tout à l'heure, là, le FMI, c'est des constructions. Ça relève de la construction que ces organisations financières internationales ont toujours opéré en Afrique. Et vous savez que le FMI comme la Banque mondiale, ce qu'on a appelé en géoéconomie les institutions de Bretton Woods, sont des instruments de travail du bloc occidental, parce que ce sont des institutions qui ont été mises sur pied après la Deuxième Guerre mondiale par ceux qui se sont autoproclamés vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce sont des institutions qui permettent à ces acteurs dominants occidentaux de pouvoir se matérialiser sur le terrain. Lorsque aujourd'hui ces institutions-là brandissent le fait que l'économie du Niger est résiliente, cela ne relève que de leur appréciation et de leur observation. Ça n'a rien à voir généralement avec les réalités économiques des pays au niveau local. Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous sommes tout simplement dans cette construction et dans cette continuation du phénomène de domination, du phénomène de la France-Afrique. Le copanéliste a très bien fait de ressortir le mécanisme d'esclavage qui se cache derrière ce phénomène. Lorsqu'on parle d'aide budgétaire qui part du Trésor français, en réalité c'est quoi? C'est même l'argent des Africains qu'on leur octroie sous forme d'aide conditionnée par certains mécanismes. C'est-à-dire il n'y a pas plus esclavage, il n'y a pas plus méchant, il n'y a pas plus machiavélique que ce genre de phénomène, que ce genre d'acteur. D'accord? On vous prend votre argent que on met dans un trésor français pendant des années et on prend le même argent qu'on vous redonne sous forme d'aide, sous forme de crédit et on brandit dans le monde entier qu'on est en train de vous faire du bien.
on est en train de vous faire ceci. Donc, ce sont des aides instrumentalisées, des aides conditionnées qui ne peuvent pas permettre aux pays africains de se développer. Parce que si l'aide publique au développement était un instrument de développement, je pense qu'il y a 100 ans aujourd'hui, les pays africains seraient tous des pays développés. Parce que l'aide publique au développement, ces aides budgétaires ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des choses qui ont toujours existé. C'est des choses qui ont toujours vécu dans les rapports Occident-Afrique. Donc aujourd'hui, moi je pense, pour ma part, que cette aide-là va permettre tout simplement à la France de pouvoir se repositionner stratégiquement, non seulement dans la sous-région du G5 Sahel, mais aussi et surtout au Niger, d'accord? Parce que la France a été chassée du Mali, elle a été chassée du Burkina Faso, elle est en train d'être chassée. Donc, le Niger aujourd'hui apparaît comme son unique recours. Le Niger apparaît comme ce centre où elle veut tout miser pour pouvoir se repositionner géopolitiquement et géoéconomiquement. Mais parlons de cette contrepartie, docteur Sango. Oui. C'est-à-dire, on parle officiellement, bien sûr, de cette aide de 15 millions d'euros qui devrait permettre de faire face à l'inflation. Vous avez évoqué les mécanismes avec, bien sûr, ces institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale et autres. Mais quand on regarde la contrepartie de Paris qui devrait renforcer sa présence militaire du côté de Niamey au Niger, est-ce que vous pensez que c'est un échange équitable aujourd'hui? Lorsqu'on parle même de cette contrepartie, lorsqu'on analyse même cette contrepartie, cela montre à suffisance que la France n'est pas sincère. Est-ce que la France peut aimer le Niger plus que les Nigériens elles-mêmes? Est-ce que la France peut aimer le continent africain plus que les Africains eux-mêmes? Cette contrepartie-là n'a pas de sens. Pourquoi la France insisterait à ce que les militaires français soient au Niger? La seule analyse scientifique et objective qu'on puisse faire, et je pense que le copanéliste a commencé à le faire, c'est ces militaires-là que la France déploie dans chaque pays, c'est d'abord pour sauvegarder la colonialité du pouvoir, c'est-à-dire pour protéger ce président-là qui n'est jamais venu par la volonté de la population. Pour protéger ce président-là qui n'a aucun lien de légitimité avec la population, qui est venu au pouvoir par ce mécanisme de la démocratie importée, par ce mécanisme de la démocratie qui n'est pas représentatif, qui ne représente pas les desiderata de la population. La preuve, aujourd'hui, ce qui se passe au Niger est en déphasage avec la volonté du peuple. Parce que le peuple au Niger est de plus en plus en faveur pour que la France laisse le Niger. Vous savez, dans chaque pays et du point de vue des stratégies de développement et des théories de développement, chaque pays a souvent ce que j'appelle un avantage comparatif pour se développer. Dans le cas d'espèce du Niger, l'avantage comparatif du Niger, c'est l'uranium. D'accord? C'est l'uranium. Mais lorsqu'on voit comment cet uranium-là est exploité aujourd'hui, comment cet uranium-là est transformé, comment cet uranium-là n'arrive pas à bénéficier aux Nigériens, on se pose bel et bien la question, à quoi sert donc cette ressource naturelle? L'uranium aujourd'hui du Niger est l'uranium français. Donc c'est l'uranium qui est, n'est-ce pas, exploité par la France. C'est l'uranium qui bénéficie à la France. C'est l'uranium qui permet à la France d'être classée aujourd'hui comme une puissance militaire dans le monde dotée d'une arme nucléaire. Donc, la France a réussi à torpiller cet avantage comparatif pendant les années, et cet avantage comparatif qui pouvait permettre aux Nigériens de se développer. Donc, on a asphyxié ça à dessein pour que le Niger reste dans cette domination perpétuelle. Donc le déploiement des forces militaires aujourd'hui au Niger entre sous le prisme des instruments géomilitaires de domination et d'instrumentalisation d'aide publique au développement. Ces militaires-là ne sont pas là pour lutter contre le terrorisme. Ces militaires-là sont redéployés dans ces pays pour sauvegarder les avantages de ces pays-là, pour protéger, d'accord,
le président du pays qui est là pour travailler, non pas pour les intérêts de la population, mais pour les intérêts d'une puissance. Oui. C'est pour cela que lorsque l'un de ces dirigeants-là, installé par ces colons-là, n'arrive plus à satisfaire les désidérata de ces colons, qu'est-ce que ces puissances-là font? Ils activent tout simplement ces militaires-là, ces bases militaires-là, pour faire le coup d'État. Je pense que c'est ce que nous avons vécu au Tchad récemment, c'est ce que nous avons vécu dans plusieurs pays, et même ce Niger-là, qui peut apparaître aujourd'hui comme un idéal type d'analyse. Vous savez que lorsqu'on fait l'historiographie des coups d'État en Afrique, le Niger également occupe une place importante. Donc ces forces militaires-là sont là pour permettre à la France de contrôler le G5 Sahel, de contrôler son précaré français qui est en train de lui échapper, de contrôler le président Bazoum qui est là pour faire exactement ce que la France lui demande de faire. Donc, on ne doit plus être naïf aujourd'hui au XXIe siècle. Et on ne doit pas être, n'est-ce pas, ici instrumentalisé pour croire que ce que la France est en train de faire à travers cette aide budgétaire participe des bons mécanismes, ou participe de la philanthropie, ou parce que la France est en train d'aimer le continent africain. Non, le terrorisme aujourd'hui en Afrique perdure, et je vous ai toujours dit ça, parce que il y a encore un certain nombre de pesanteurs. Et parmi ces pesanteurs-là, il y a l'intérêt égoïste des États qui frise généralement avec l'hypocrisie des États. Oui. Lorsque ces États-là se mettent ensemble pour lutter contre le terrorisme, les intérêts étant divergents, il est clair que cela ne peut pas marcher. On peut également évoquer, n'est-ce pas, l'industrie d'armes. Vous savez que l'avantage comparatif de l'Occident aujourd'hui, des pays développés aujourd'hui, c'est la fabrication des industries, des industries d'armes. Alors, pour que ces industries d'armes-là puissent être vendues, pour que les armes puissent être utilisées, il faudrait bel et bien que ces puissances-là créent dans les périphéries des conflits qui vont permettre l'évacuation de ces armes-là. On peut également évoquer ce que j'appelle souvent l'embouteillage sécuritaire, c'est-à-dire cette construction, cette implémentation des institutions budgétivores qui n'ont pas souvent le résultat sur le terrain. Si on prend par exemple ce G5 Sahel, vous allez voir qu'il existe plusieurs institutions de lutte contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, le terrorisme n'est pas vaincu. Ce qui montre que le problème n'est pas la multiplication de ces institutions-là. Le problème réside ailleurs. Et bel et bien, nous avons également le déficit budgétaire et financier. Ces États africains qui se mettent ensemble n'ont pas souvent la souveraineté financière pour décider de la direction et des politiques de ces institutions. Vous savez, la défense aujourd'hui est un pan de souveraineté. Et du point de vue scientifique, on ne sous-traite pas un domaine de souveraineté dans un État. La sécurité, la défense, comme la santé, comme l'éducation, comme l'eau, sont des domaines qu'on ne sous-traite pas. Parce que ce sont des domaines à partir desquels le colon ou alors le partenaire avec qui tu sous-traites peut déclencher, activer pour te réduire à néant. Et aujourd'hui, si par exemple la défense camerounaise ou la défense du Niger est sous-traitée totalement par la France, vous convenez que il suffit tout simplement d'une seule seconde pour que la France décide de finir avec le Niger. Si par exemple le Niger sous-traite un domaine tel que la santé, tel que de l'eau, il suffit tout simplement que le colon empoisonne de l'eau pour que les Nigériens disparaissent. Donc moi je pense que les Africains aujourd'hui et plus fondamentalement les leaders politiques doivent comprendre ces enjeux et savoir que le devenir des nations, le devenir du développement des pays africains passe par l'implémentation et la compréhension de certains enjeux. Oui. Donc, ce qui se passe au Niger aujourd'hui, pour sortir, je sortirai par là, participe tout simplement de ce que j'appelle l'instrumentalisation de l'aide publique
au développement dans les relations internationales. Merci à vous, docteur. L'instrumentalisation de l'aide publique au développement dans les relations internationales. Monsieur Tapé, c'est une aide également qui est diversement appréciée du côté de Niamey au Niger. Les sociétés civiles, sans doute, devraient monter au créneau pour dénoncer cette nouvelle tentative de Paris à vouloir consolider sa présence militaire du côté de Niamey. On se souvient que le 21 septembre 2022, certaines sociétés civiles, d'ailleurs, certaines organisations de la société civile étaient montées au créneau pour dénoncer la présence de Barkhane du côté de Niamey. C'est le cas d'ailleurs du réseau panafricain pour la paix et la démocratie, voire le développement. Est-ce qu'on pourrait s'attendre également à ce que, une fois de plus, des mouvements d'humeur soient initiés pour dénoncer cette façon de procéder, ou du moins cette volonté affichée aujourd'hui à vouloir impérativement implanter de nouvelles bases militaires du côté de Niamey au Niger? Alors, monsieur Tapé, veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Merci. D'accord, c'est parfait. Donc, merci. Donc, je disais que je voudrais faire une petite précision. Oui, allez-y. Parce qu'en réalité, le trésor, ce qui est écrit, on dit le Trésor français a validé une nouvelle aide budgétaire. Cela ne veut pas dire qu'on a remis les 15 millions d'euros au Niger. Première des choses. C'est effectivement cela. Deuxième élément, voilà, c'est très important. Deuxième élément, c'est que comme ce sont eux qui donnent, ils ne vont pas donner les 15 millions d'un coup. À supposer qu'ils veulent donner. Ils ne vont pas le donner. Ils vont donner par tranche. Ça aussi, il faut que les gens le sachent. Donc, vous voyez que s'il y a de la communication pour donner l'impression qu'effectivement, le Niger va lutter contre l'inflation rapide, c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment du vent. Et comme mon copain ici le disait. Ce qui en est, c'est que véritablement, les populations en ont marre. Je le répète et je continue de le dire. Les préoccupations des populations du Niger, je ne suis pas forcément à leur place, mais ce sont d'abord la question de toute population, tout un humain a deux préoccupations, sa sécurité physique et sa sécurité alimentaire. Les deux éléments manquent au Niger actuellement. Parce que si vous n'avez pas la sécurité physique, si vous devez à chaque fois fuir, vous ne faites rien dans le futur. Vous faites toujours dans l'immédiat. Parce que vous ne savez pas à quel moment Boko Haram va venir attaquer. À quel moment un groupe, soi-disant terroriste, va venir attaquer. On rappelle que le Niger est un pays à pratiquement, presque, je peux dire, 98% musulmans. Donc, on ne voit pas quel est l'intérêt pour qu'il y ait des djihadistes musulmans qui les attaquent. Vous voyez, il y a un non-sens. À part le fait qu'on ait créé de toutes pièces des terroristes dont leur objectif, c'est de maintenir la présence de cette puissance occidentale sur le sol africain. Donc, on est arrivé par un mécanisme très simple à faire croire aux gens que si nous, on n'est pas là, il va y avoir problème. Donc, les populations le savent, elles ne sont pas dupes. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui avec des chaînes panafricaines comme Forum Média, qui nous permettent de nous exprimer, de donner notre point de vue, parce qu'à l'époque, il y avait un narratif qui était fait, mais d'après pour les Africains, mais contre les Africains en réalité. Puisque ce narratif, c'était dans les intérêts des puissances et qui était fait donnant l'impression que nous, c'est ce que nous voulons. C'est-à-dire on crée un besoin dont nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de sécurité. Et cette sécurité, elle a deux niveaux. La sécurité physique, on ne doit plus nous tuer, on ne doit plus venir nous massacrer. La sécurité alimentaire, on doit planter de quoi à manger. Et aujourd'hui, on sait que scientifiquement, le Niger, contrairement à l'image qui a été répandue, n'est pas un pays pauvre. Je vous ai dit, 70% des ressources, c'est-à-dire des ressources d'exportation, c'est l'uranium qui bénéficie à la France. Je vais vous faire un petit calcul. On nous dit qu'en 2016, fin 2016, Areva a extrait 130 000 tonnes. Or, quand j'ai regardé le coût fait 45 000. Donc, quand vous multipliez, ça fait 5 850 000 milliards d'euros. Ouais, 5 850 000 milliards d'euros qu'Areva a eu. Alors, imaginez que même la moitié de ça, que le Niger arrive à vendre la moitié de ce que je viens de dire, les 130 000 tonnes, le Niger arrive à vendre. Mais il n'y a pas besoin de ces 16, je ne sais pas combien de ces, comment on dit là même, 15 millions d'euros. Mais c'est rien ça. Je vous parle de 5 800
5800, ça c'est le calcul que j'ai fait, 5850 milliards de dollars. Elle n'a pas besoin de ces miettes. Donc, les populations le savent. Elles savent qu'il y a un jeu de pipeau, un jeu de dupes dans lesquels elles ne veulent pas être trempées. Donc, ce qui veut dire que ça ne fera qu'accroître cette volonté. Ce n'est pas le sentiment anti-français parce que on veut, par un tour de passe-passe, donner l'impression que les Africains sont hystériques et ils veulent chasser un dominateur pour se faire remplacer par un autre dominateur et que non. Ils sont réfléchis, ils sont raisonnés parce que c'est comme chacun d'entre nous. Vous avez, on prend l'exemple, une plaie, vous mettez un médicament ou bien vous avez une maladie, vous mettez un médicament, ça ne marche pas. C'est normal que vous changez si quelqu'un de vous propose un autre médicament. La France est là depuis, je dis bien, elle exploite l'uranium du Niger depuis 1959. La France fait partie de cette coalition en 2011 qui a armé, parce que ça on ne le dit pas, qui a armé des voyous, ce qu'on appelle des terroristes aujourd'hui, des djihadistes, qu'ils appelaient à modérer pour venir à bout du régime du colonel Kadhafi. Donc ils ont armé, ils ont donné des armes, parce qu'il fallait que les gens aient des armes sophistiquées, souvent même supérieures aux armes que le régime de Muammar Kadhafi n'avait pas. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons dit. Tout récemment, le ministre des Affaires étrangères, M. Diop, l'a dit. Il n'y a pas eu d'éléments après-vente. Donc, après la guerre, ils ne sont pas allés récupérer les armes qu'ils ont données à ces voyous-là. Ceux-là, avec ces armes qu'ils ont, ils sont, vous imaginez, des gens qui ont eu des armes plus puissantes que le régime de Kadhafi. Mais par rapport au Niger, c'est comme le Niger n'est rien. Donc ces gens-là peuvent facilement attaquer n'importe quel pays africain. Puisqu'ils ont des armes plus puissantes que, à l'époque, plus puissantes que le régime de Kadhafi, pour pouvoir arriver à bout. Et donc ces gens-là, aujourd'hui, ont attaqué. Donc la France est vraiment, je vais dire, comme on l'a dit, c'est un pyromane. Ne peut pas aujourd'hui donner l'impression qu'elle est le pompier. Elle ne peut pas être le pompier. Et surtout que dans cette posture de pompier qu'elle vient, elle continue encore d'alimenter ces situations. Je le rappelle tout récemment. Depuis le 15 août, le Mali, le régime du Mali, les autorités du Mali, demandent au Conseil de sécurité d'avoir une réunion pour donner leurs preuves tangibles que la France est celle-là même qui déstabilise, qui arme des voyous. La France fait le gros dos, elle fuit, elle s'échappe, elle fait tout, etc. Elle est là, elle dit non, c'est pas vrai. Mais la seule manière pour que ce soit faux ou ce soit vrai, comme l'a dit M. Diop, c'est qu'on s'en sert. Nous, c'est de notre crédibilité. Vous pensez que ce qu'elle fait au Mali, elle ne le fait pas au Niger? Elle va le faire au Niger. Vous pensez qu'elle ne le fait pas au Burkina Faso? Elle le fait. Vous pensez qu'elle ne le fait pas en Côte d'Ivoire? Elle le fait. Vous pensez qu'elle ne le fait pas dans d'autres pays? Parce que ces gens-là, ils peuvent quitter carrément le Niger pour se retrouver en République démocratique du Congo. Il suffit simplement de les transporter. Et ça, c'est pas difficile. On l'a vu lorsqu'il y a eu la guerre que la France a menée en Côte d'Ivoire en 2011. On prenait les rebelles au nord, on les prenait en avion et on les déposait à Abidjan. Puis c'est là-bas que s'est passée la bataille. Donc, ça fait partie de leur stratégie de déstabiliser les pays africains. Et comme les citoyens africains aujourd'hui, comme je dis, grâce à des chaînes comme For You Media, entendent, voient, eux-mêmes font leurs analyses. Il y a les réseaux sociaux, donc ils vont se dire non, trop c'est trop, on ne peut pas continuer de nous duper. Monsieur Bazoum, on sait, il n'a aucune légitimité. On va parler, oui, il a été élu. Et ça, on a entendu ça longtemps avec Feu Ibeka, j'ai été élu. Mais quand vous êtes élu, il faut avoir l'onction du peuple. Et M. Bazoum ne l'a pas. C'est d'ailleurs pour ça, pour sa sécurité, qu'il installe cette base. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon frère, le docteur, excusez-moi. Le docteur Sango l'a dit. Voilà, donc, le docteur Sango l'a dit. Donc, pour vous dire que les populations du Niger vont continuer de se mobiliser. Et ce n'est pas seulement les populations du Niger, c'est toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, je dis, notre objectif, ce n'est pas de chasser un prédateur pour le faire remplacer par un prédateur. Nous voulons résoudre nos problèmes. Dans l'immédiat, compte tenu du fait que nos armées sont faibles, elles ne sont pas du tout équipées, et que dans le contexte géostratégique dans lequel nous savons, c'est un système d'impérialisme. Ce n'est pas nous qui le disons. Il faut lire
depuis 1529, depuis que Charles Quint, le 18 juin 1529, il a été installé, les Occidentaux qui ont commencé à prendre le pouvoir ont eu deux éléments avec lesquels ils agissent dans ce que j'appelle les relations internationales. Les relations internationales. C'est pas moi, Brzezinski l'a dit. Il y a l'impérialisme et il y a ce qu'on appelle la question de l'équilibre. L'impérialisme, c'est d'avoir un empire, parce que les gens pensent qu'on dit les gros mots, c'est ça. Un impérialisme, c'est d'avoir un empire. Donc, je suis là, je suis le commandant, je commande. C'est un peu comme, imaginez, dans un quartier, un voyou qui a la même mise sur le quartier et il a ses lieutenants. Et comme ils ne travaillent pas, ce sont ces lieutenants qui vont attaquer les gens. Donc, c'est ça l'idée de l'impérialisme. Donc, vous avez, en réalité, c'est un système de mafieux qui est là. C'est ça le système impérialiste, comme on appelle, de relations internationales qui a commencé sur l'égide de ce qu'on appelle la communauté dite internationale. Donc, c'est un système mafieux. On a des satellites. M. Brzezinski le dit dans son livre. La France, elle, son domaine d'influence, c'est l'Afrique. Donc, ils sont dans cette situation. Et de temps en temps, il y a la question d'équilibre. On essaie, quand ça ne va pas, on se joint à celui-là pour ne pas que celui-là trop fort, ainsi de suite. Donc, c'est ça. L'un dans l'autre, rien n'arrange les Africains. La seule chose qui nous arrange, quand nous parlons du panafricanisme, c'est effectivement d'aller créer des États-Unis d'Afrique. De telle sorte qu'on a un gouverneur au Niger, s'il veut s'appeler Bazoum, il s'appelle Bazoum, un gouverneur, comment on appelle, en Côte d'Ivoire, s'appelle Ouattara. Et qu'on a une politique des affaires étrangères. Parce qu'on serait unis. Vous pensez qu'il y a 15 milliards qui vont faire défaut au Niger? Non. On serait unis, on aurait une armée, on aurait des coins où on fabrique des armes. Parce que moi, nous, au Moraf, on est favorable à ce que un seul pays, au moins dans l'immédiat, ait une arme nucléaire. Et le Niger peut arriver, puisque le Niger, pour l'installer, a les ressources. L'uranium est là. L'Afrique est le seul continent où, lorsque nous voulons faire quelque chose, nous voulons implanter une usine, on n'a pas besoin d'aller attaquer quelqu'un pour le prendre. Si on a besoin de créer des viaducs, des choses, etc., il suffit simplement de prendre le pétrole d'un point A à un point B. Si on veut créer des centrales nucléaires, on n'a pas besoin d'aller loin. Le Niger est là, il a l'uranium qui est dans son sol. On a besoin à la fois d'une volonté politique et d'une expertise. Et aujourd'hui, dans l'immédiat, il faut sécuriser ce pays-là. Et pour l'heure, il n'y a pas de faux, il n'y a pas deux pays, il n'y a que la Russie qui peut bien jouer ce rôle. Et donc, c'est avec la Russie, nous allons associer, dans un premier temps, pour permettre à ce que ce pays-là puisse, et les populations puissent d'abord avoir la sécurité physique. Ensuite, nous allons voir la suite, qui est la sécurité alimentaire et autres, tout ça, etc. Par une volonté politique qui va dire aux gens de faire de telle sorte qu'ils produisent ce qu'ils peuvent manger. On n'a pas besoin de blé. Ou bien même si on veut le blé, attendez, soyons réalistes. Le blé, quand on prend l'Ukraine, il y a combien de bonnes saisons là-bas? Il y a combien de bonnes saisons? C'est comme tous les pays européens. Il y a peut-être 6 mois d'hiver et puis 6 mois comment on appelle, d'été. C'est pendant cette période ils vont planter, comment on appelle, le blé. Le Niger qui a le soleil tout le temps, donc il peut planter le blé du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc si on veut le blé, on le fera chez nous. Dans n'importe quel pays africain, on n'a pas vraiment de problème. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas le blé qui est notre préoccupation. Je pense que les populations ont vu le jeu dans lequel M. Bazoum est trempé depuis sa mise au pouvoir par les puissances occidentales. Rappelons-nous, M. Mahamat Youssouf allait présenter son bon petit, comme on le dit, à M. Macron, pour qu'on puisse l'adouber. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Donc, M. Bazoum, on sait qu'il ne peut faire que la volonté de ses maîtres. Et les populations nigériennes sont fatiguées de compter chaque jour des blessés, des morts, des déplacés. Trop, c'est trop. Et je pense que nous allons accompagner nos frères et nos sœurs du Niger à ce qu'ils puissent recouvrer la totalité de leur territoire et la quiétude dont ils ont besoin, comme les autres pays. C'est de ça qu'il s'agit ici et maintenant. Merci à vous, Monsieur Tapé. La France, plus que jamais, décidé à donner de nouvelles orientations aux relations qu'elle entretient d'ailleurs avec le continent africain. Et justement, au Niger, la France a développé un nouveau paradigme qui s'appuie sur une présence moins visible sur le terrain avec, bien sûr, un partenariat basé sur les forces armées nigériennes dans lesquelles les forces françaises sont placées sous le commandement du général nigérien Mohamed Touba. Est-ce qu'au regard, bien sûr, de cette stratégie de guerre
qu'a adopté pratiquement la France du côté du Niger, on pourrait dire aujourd'hui que ça pourrait atténuer le sentiment anti-français qui va grandissant de ce côté, docteur Touba, docteur Sango, c'est-à-dire d'être beaucoup moins visible sur le terrain et mettre au devant de la scène les forces armées nigériennes. Moi, je pense que c'est du saupoudrage. C'est du saupoudrage parce que ces genres d'initiatives, on l'a toujours vécu et la France l'a toujours implémenté. Vous savez que à l'époque, en Côte d'Ivoire, c'est ce que la France avait fait. Sur le terrain, on voyait les forces militaires ivoiriennes. Mais en réalité, c'est les forces françaises qui étaient derrière. Donc, le débarquement, par exemple, du président Laurent Gbagbo ne s'était pas fait uniquement par le seul fait des militaires ivoiriens. On a vu comment les militaires français étaient sur le terrain, étaient, n'est-ce pas, en arrière-plan. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, en utilisant un tel mécanisme, une telle stratégie aujourd'hui pour convaincre le peuple qui est de plus en plus soulevé, levé contre la France, serait tout simplement du saupoudrage, c'est-à-dire utiliser par exemple du sparadrap pour soigner la plaie. Or, il faut attaquer, n'est-ce pas, le mal profond pour que les conséquences cessent d'être visibles. Donc la France aujourd'hui a du mal à pouvoir remettre sa stratégie même sur la table parce que c'est même sa méthode qui est aujourd'hui remise en question. On n'est pas en train de dire que la France en tant que pays, en tant que partenaire, c'est un pays avec lequel l'Afrique ne va plus jamais coopérer. Non, c'est la méthode qui n'est pas bonne. Et les Africains demandent de plus en plus à cette France-là de revoir cette méthode-là pour que cette méthode-là puisse bénéficier ou prendre également en compte les mineurs intérêts du partenaire qu'est le continent africain. Donc la France, comme on dit souvent, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Elle reste jusqu'au boutiste sur cette méthode-là qui aujourd'hui est en train de se tourner contre elle. Puisque de son passé, elle avait toujours cette influence-là, ce contrôle total sur son prix carré français. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui ce prix carré français-là, nous avons beaucoup de pays qui ne sont plus assujettis à ce contrôle-là. Donc si elle reste sur cette méthode-là jusqu'au boutiste, sur cette initiative-là, elle risque de perdre totalement son contrôle sur ces ex-colonies dans un contexte où les pays africains veulent de plus en plus implémenter leur souveraineté. Parce que c'est de ça qu'il est question. En 1960, on a proclamé la souveraineté des États. Il est donc aujourd'hui important que cette souveraineté-là soit implémentée de manière pratique. Et je pense que les domaines tels que la défense, les domaines tels que l'alimentation, les domaines tels que la santé relèvent des mécanismes, des actions, des pans de la souveraineté que les pays africains doivent aujourd'hui prendre à main pour pouvoir implémenter sur le terrain. Donc, pour sortir peut-être définitivement de cette thématique, c'est vous qui avez le contrôle. Parce que nous allons effectivement sortir après vous de cette thématique, Dr Sango. Je dirais tout simplement que la France est tout simplement victime de sa mauvaise méthode qui date de la colonisation. Merci à vous, Dr Sango. Vous l'avez dit, nous sortons donc définitivement de cette thématique pour la deuxième relative bien sûr à Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, qui n'a donc plus que ce lundi pour quitter le territoire congolais. Après donc des mois de tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, les autorités de Kinshasa ont décidé... L'idée était dans les tuyaux. Les dirigeants, ou du moins les autorités de la République démocratique du Congo ont décidé clairement donc d'expulser l'ambassadeur rwandais de leur territoire, la République démocratique du Congo, qui maintient les accusations contre bien sûr le Rwanda, surtout concernant bien sûr la situation qui prévaut du côté de l'Est de ce pays. Alors messieurs, Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, est expulsé. Quel commentaire faites-vous d'entrée concernant bien sûr cette actualité? Je commence par vous sur le plateau, Dr Sango. L'expulsion, quel commentaire faites-vous sur l'expulsion aujourd'hui de l'ambassadeur rwandais du côté du Congo?
Oui, déjà là, nous sommes dans le cadre des relations bilatérales, c'est-à-dire des relations qui concernent deux pays. Et ces relations bilatérales-là, ces bilatéralismes-là se fait souvent à travers ce genre de mécanismes que nous venons de vivre, c'est-à-dire le bilatéralisme n'est pas seulement fait des moments de paix. Il peut arriver également que dans vos rapports, dans les rapports entre États, qu'on ait également des moments de tension, des moments de divergence sur un problème comme sur un autre. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte de la RDC et du Rwanda, nous sommes dans ce bouleversement, dans cette optique de tension où la RDC aujourd'hui a pris la ferme décision d'expulser ou alors de radier l'ambassadeur rwandais dans son pays. Donc je pense que lorsqu'on arrive déjà à rompre les relations diplomatiques à travers, par exemple, l'expulsion d'un ambassadeur, ça veut dire qu'en réalité, le problème est sérieux, le problème est important, le problème, n'est-ce pas, ici, est vraiment très dangereux parce que dans les relations diplomatiques, l'instrument de son opérationnalisation, c'est l'ambassadeur. L'ambassadeur est le centre. Il est au début, au milieu et à la fin du processus diplomatique. Il incarne la représentation de son État à l'extérieur. Il est le lieutenant du président de son pays à l'étranger. Donc à partir du moment où le pays donc siège, le pays accueille, décide d'expulser, de rompre ses rapports diplomatiques avec une telle initiative, cela montre que le problème est très important. Parce que clairement, selon la communication qui est faite jusqu'ici, les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir le mouvement du 23 mars, le mouvement M23. Et on a noté des avancées significatives, bien sûr, de ce mouvement. Samedi dernier, notamment dans certains territoires, 2 villes qui ont été conquises par le mouvement M23. Donc, clairement, cette information, du moins cet état des lieux, n'a pas été digéré par Félix Antoine Tshisekedi, qui a donc ordonné à ce que l'ambassadeur rwandais soit expulsé du territoire congolais. Effectivement. Donc, pour continuer mon analyse, je vais, n'est-ce pas, l'analyser sous 2 prismes pour montrer le lien, d'accord, la consubstantialité qui existe entre votre première thématique et cette deuxième thématique. Parce que nous sommes là en plein contrôle de l'intégrité, de la défense de l'intégrité territoriale, où un pays est en train de se plaindre des attaques d'un autre pays. Donc moi je pense que ici nous sommes dans cette embrouille diplomatique militaire parce que depuis des années le phénomène M23, la RDC à travers le M23 se plaint de plus en plus des attaques de son territoire. Et vous allez donc vous rendre compte que il y a un principe des relations internationales qui peut nous expliquer, qui peut nous aider à expliquer ce que nous sommes en train de vivre là, le principe de réciprocité. Parce que la RDC aujourd'hui se plaint que le Rwanda serait en train de soutenir le mouvement rebelle M23. C'est de la même chose que le Rwanda se plaint de son côté que la RDC est en train de soutenir le mouvement rebelle, le mouvement de libération du Rwanda, MLR au Rwanda, qui également pousse des velléités de sécession, qui pousse également les velléités de contrôle de pouvoir. Oui, donc du point de vue des relations internationales et beaucoup plus du principe de réciprocité, ces 2 pays-là se tiennent. Chacun se méfie de l'autre. Et vous avez donc vu que le président rwandais est intervenu juste après la rupture de ces relations diplomatiques pour dire qu'en réalité, les forces rwandaises qui sont à l'est de la RDC sont en alerte. Ouais, donc il dit en alerte, comme pour dire que ces forces-là sont là pour être prêts, pour protéger une éventuelle, pour se mettre à l'abri d'une éventuelle attaque de la RDC. Donc moi je pense que du point de vue de la réelle politique, déjà ces 2 pays-là se tiennent. Chacun soupçonne l'autre de déstabilisation. Maintenant, on peut élargir une autre analyse en convoquant, n'est-ce pas, ici le prisme historique pour dire que la réalité aujourd'hui c'est quoi? C'est que partout où il y a des zones de crise aujourd'hui, ces zones de crise-là frisent
avec la richesse de ces localités-là. Vous allez voir que l'Est de la RDC aujourd'hui, c'est une région qui est densément riche. C'est une région qui est dotée des ressources naturelles énormes. Et ces ressources naturelles également attirent les puissances étrangères. C'est pour cela que du point de vue historique, ces puissances étrangères-là, depuis la colonisation, ont réussi à instaurer autour de ces pôles-là des zones de rébellion, des zones de protection, pour que ces richesses-là puissent être exploitées par elles sans problème. C'est pour cela que vous allez voir. Ce sont des rébellions entretenues. Bien sûr. Aujourd'hui, clairement, qu'il s'agisse de la partie rwandaise ou alors de la partie congolaise. Effectivement, ce sont des rébellions entretenues par la dynamique extérieure, par les colons. Pourquoi donc expliquer le fait qu'aujourd'hui, en RDC, nous avons les forces onusiennes qui sont dans ces pays-là depuis au moins 2 décennies aujourd'hui. Ces forces onusiennes sont là pour lutter contre ce genre de phénomène de terrorisme, pour pacifier le territoire, à l'effet de permettre à la RDC de revertir son autorité sur l'étendue de son territoire. Mais paradoxalement, on ne voit pas ce que ces forces onusiennes font. On voit comment le mouvement M23 se meut avec liberté en RDC, sans toutefois être inquiété par ces forces onusiennes qui pourtant sont là pour empêcher les mouvements du M23. C'est pour vous relancer, docteur Sango, en vous disant que dernièrement, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, avait affirmé en Mondovision que voilà, clairement, la rébellion du mouvement M23 était mieux outillée et mieux armée que la MONUSCO, qui est censée d'ailleurs maintenir l'ordre et la sécurité du côté de la République démocratique du Congo. Cela corrobore effectivement. Ça vient tout simplement corroborer les analyses que nous sommes en train de faire ici et que nous avons toujours faites ici depuis des années. Donc moi je pense qu'il y a plusieurs pans qu'il faut mettre sur la table pour comprendre ce qui est en train de se passer du côté de la RDC. Merci à vous, docteur Sango. Alors, monsieur Tapé, Vincent Kariga, qui n'a plus que ce lundi, ce 31 octobre 2022, pour libérer, du moins quitter le territoire congolais. L'annonce a été faite à l'issue, bien sûr, de la réunion du Conseil supérieur à la défense, présidée samedi dernier par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi. La décision du gouvernement congolais vous semble-t-elle logique ou encore justifié au regard de la situation que traverse, ou du moins qui sévit du côté de l'Est de la République démocratique du Congo? Votre micro est encore... voilà. Je disais pour nous, au Morave, on se rend de plus en plus compte que, excusez-moi l'expression, permettez que je dise, nous avons trop de plaisantins comme dirigeants africains. Oui, il faut le dire, il y a trop de plaisantins. Des gens qui sont antipatriotiques. Je vais d'abord commencer dans un premier temps par M. Antoine Tshisekedi. Oui. Nous le disons parce qu'il n'y a pas longtemps, lorsqu'il y a eu le drame comment on appelle, au Tchad, il allait à une réunion au cours de laquelle, je ne sais pas si c'est auto-désigné ou bien c'est les autres qui l'ont désigné, pour qu'il se rende au Tchad pour régler le problème des Tchadiens. Alors que depuis 1993, je dis bien depuis 1993, parce que officiellement, nous avons l'ONU qui est sur son territoire, nous avons un génocide des Congolais, mais il va, s'il a pu aller à cette réunion, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais appelé les gens du CEMAC, par exemple, pour venir l'aider, pour sécuriser son pays? Donc, pour nous, c'est quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de nos dirigeants. On a l'impression que les gens jouent. Tout à l'heure, le docteur Sanko l'a dit. C'est un jeu géopolitique des puissances occidentales dans ce pays-là. Et qui, depuis malheureusement la mort ou bien l'assassinat tragique du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, a été placé sous des individus qu'on appelle chefs d'État, mais en réalité qui sont des vassaux, et qui se permettent de livrer la population et les ressources comment on appelle, aux multinationales. Sinon, il y a vraiment... C'est quoi ce jeu-là? C'est pas la première fois que le Rwanda a signé. Je rappelle à toute fin utile pour ceux qui veulent, vous pouvez aller chercher le rapport Mapping
et qui, quand même, est assez étonnant. Le rapport Mapping, qui a été publié en 2010 par l'ONU et qui parle de la situation du Congo de 1993 à 2003. Nous sommes en 2010 et l'ONU fait un rapport de 1993 en 2003. Alors que nous sommes en 2010. On a répertorié 617, je crois, problèmes, etc., enfin, de cas de crimes, etc. Bref. Donc, M. Tshisekedi connaît ces problèmes. Et dans ce rapport, je pense, je ne l'ai pas apporté de main, qui fait plus de 600 pages, il est écrit que le Rwanda soutient les bases rebelles. Ça, c'est quelque chose de connu. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je vais même aller plus loin parce que dans la préparation de cette émission, j'ai lu quelque chose d'assez, comment on appelle, d'assez incompréhensible. L'AFP dit, dans un rapport non publié de l'ONU, consulté en avril par l'AFP, dans ce rapport-là, il était pointé une implication du Rwanda auprès du M23. Donc, vous imaginez, depuis avril, il y a un rapport de l'ONU qui était à leur disposition, qu'ils ont refusé de publier, dans lequel il est montré que le Rwanda appuie le M23. L'ambassadeur américain aux Nations Unies a clairement évoqué l'aide apportée par les forces de défense rwandaises au M23. Deuxième élément, on ne va pas dire que M. Tshisekedi ne le savait pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait en amont pour prendre des dispositions contre ces personnes? Si on est prêt à vendre les ressources, mais il faut connaître les choses en contrepartie. Je suis prêt à vendre les ressources de mon pays, mais en contrepartie, je dois avoir une sécurité. Aujourd'hui, on prend le cas de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a décidé de faire du dollar, comme on appelle, la première monnaie mondiale, parce que les Américains se sont arrangés avec les Saoudiens et les pays de l'Émirat. On leur a dit, écoutez, après ce qu'on appelle la crise de 1973, nous, vous allez vendre votre pétrole en dollars. Ça veut dire que tout le monde qui veut le pétrole, il doit prendre le dollar. En contrepartie, on va vous aider à faire tant. Aujourd'hui, ces pays-là sont sécurisés. Mais ce qui se dit ici veut être cohérent. Bon, comme je sais que je vais peut-être participer à à l'exploitation des ressources de mon pays, mais au moins que les populations aient une sécurité. Les gars, c'est vrai, vous pouvez vendre, vous pouvez prendre, mais installer des bases militaires qui vont nous protéger, qui protègent vos ressources et nos ressources, comme on le fait en Arabie Saoudite, comme on le fait dans les pays de l'Émirat. On ne fait rien de tout ça, vraiment rien de tout ça. Et chaque jour, c'était le martyre que vivent les populations congolaises. Donc ça, c'est un premier cas. Ouais. Maintenant, en ce qui concerne M. Paul Kagame, c'est de se tromper que cet individu-là, j'ai entendu des personnes une fois parler du fait qu'il soit panafricain, mais Paul Kagame, c'est un assassin. Un monsieur qui, lorsque nous allons arriver à rétablir la sécurité sur le continent africain, c'est un monsieur qu'il faut aussi juger. Paul Kagame fait partie de ces personnes qui ont été formées. D'abord, il était dans l'armée de Museveni, dans un esprit de reprendre ce qu'on appelle cette ethnie Tutsi, dont il y a eu un document qui a été créé dans les années 1963 qui circulait. C'est ce qui a permis à Museveni d'arriver au pouvoir. Donc l'idée, c'était de créer un Tutsi-land qui va recouper le Burundi, le Rwanda, le Congo et l'Ouganda. Donc c'est dans cette optique, c'est comme ça, il s'est retrouvé dans l'armée aussi de Museveni. Les États-Unis l'ont récupéré. Donc il travaille pour le système anglo-saxon. Et voilà un monsieur, et dont souvent beaucoup de dirigeants africains aussi, qui pensent que le combat de Fashoda, c'est-à-dire entre le système anglo-saxon et le système francophone, c'est nous qui devons faire les palabres. Pourquoi est-ce que les Africains doivent faire les palabres? Il a quitté la francophonie pour aller parler l'anglais. C'est comme un peu l'autruche qui, ce grand animal de tous les 3 mètres, qui lorsqu'il y a un danger, creuse un trou, met sa tête, à partir du moment où ses yeux ne voient pas le danger, pour cet animal-là, il n'y a plus de danger. C'est ce que Paul Kagame fait. Mais Paul Kagame, en fait, n'a fait que distraire les gens.
Parce que quitter la francophonie pour aller de l'autre côté, c'est donner l'impression qu'il est dans une posture révolutionnaire. Mais loin de là, c'est un assassin. Il faut regarder ce qui se passe au Rwanda, comment les populations sont martyrisées. Ce monsieur, il travaille pour les anglo-saxons en Afrique. Parce que les Anglais, et c'est ça aussi qu'il faut développer, donc je dirais un mot, deux fois, il y a des Africains, de manière naïve, on le comprend, qui disent, on préfère les Anglais, ils font l'indirect rule. Mais non, attention, un maître est un maître. Vous allez avoir un maître qui peut paraître, je dis bien paraître gentil, mais à partir du moment où vous êtes un esclave, votre condition reste la même. Les Anglais ont toujours eu ce système, parce que quand il y a eu ce qu'ils appellent la colonisation, mais que nous appelons l'occupation, les Anglais avaient de l'avance, d'abord par leur, puisque c'est la première puissance à l'époque, à cette époque, mais ont réussi à implanter deux territoires qu'ils contrôlaient avec les États-Unis, qui jouaient leur rôle, à savoir la Sierra Leone et le Libéria. Ça, on oublie. Il faut bien lire le livre de Bukra Hamza, Africa United. C'est là qu'on comprend. Donc, les Anglais n'avaient pas besoin d'être là. Ils avaient déjà des gens qui jouaient leur rôle sur place. Ils avaient donc des nègres venus de là-bas parce qu'on a sélectionné des Africains des États-Unis, pas n'importe lesquels, mais ceux qui allaient venir pour continuer le système impérialiste anglo-saxon. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu la tragédie qui s'est passée au Libéria. Parce que ceux qui sont venus ont considéré les natifs comme des esclaves, et ils ont commencé à s'imposer. Et beaucoup d'entre nous ne comprennent pas en disant, mais comment se fait qu'un noir fait ça? Mais non, les gens, ce sont des gens conditionnés qu'on a envoyés, c'est pas n'importe qui. Donc ceux-là sont venus jouer le rôle comment on appelle, des États-Unis et surtout de l'Angleterre. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec M. Paul Kagame. M. Paul Kagame, on l'a vu, il veut créer un centre pour recueillir les réfugiés des États-Unis, pardon, de l'Angleterre, au Rwanda. Alors que les propres Rwandais, beaucoup de Rwandais sont sortis du pays. Les gens cherchent à rentrer. Au lieu de créer une dynamique qui va permettre aux Rwandais de se parler, ils surfent cette histoire de génocide des Tutsis. Hein? C'est vrai, il y a eu des massacres, mais en parler comme si c'était un génocide d'une communauté. C'est quoi les Tutsis et les Hutus? C'est le même peuple. C'est le même peuple. Donc Paul Kagame surfe sur ça pour ne pas que les gens puissent venir l'embêter dans sa stratégie qui est de paraphraser, de finaliser le projet dont j'ai parlé de Museveni, c'est de créer une entité où, soi-disant, il y a des Africains d'origine sémite qui sont très intelligents, qui auraient fait le Soudan, qui ont mis des pyramides au Soudan, qui ont mis des pyramides comment on appelle, en Égypte, qui sont très intelligents, mais qui ont des origines, comme on appelle les gens en Éthiopie, des origines en Israël, de l'autre côté, et ce sont ces gens-là donc il faut préserver. Voilà donc l'idée qui est répandue. Et lui, c'est un criminel. C'est un vrai criminel. Monsieur Tapé. Et donc, oui. Oui, mais est-ce que ce soit Monsieur Félix Tshisekedi ou encore Paul Kagame, ne sont-ils pas, excusez-moi de l'expression entre guillemets, des victimes collatérales de ceux-là même qui entretiennent ces groupes rebelles de ce côté? Oui, mais moi, je pense que des fois, on laisse trop la possibilité aux gens de se dédouaner. Voilà. Parce que ces gens-là, M. Paul Kagame au pouvoir, ça fait plus de 15 ans. S'il lui pense que véritablement il ne peut pas assurer, ou bien que c'est que le poids qu'on lui met de pouvoir combattre, d'attaquer ses propres frères, ça ne va pas, il peut se retirer. C'est d'ailleurs pour ça, excusez-moi, j'ai fait cette parenthèse à propos de comment on appelle, Idriss Déby Père, quand il disait que les gens ne tout panafricains, non. Si vous, M. Nguem, vous voyez que ce que vous faites, par exemple, sur cette chaîne, va à l'encontre de l'Afrique, alors que on est dans une dynamique, ou bien, supposons que vous avez une volonté panafricaine. Bon, je ne souhaite pas que peut-être vous n'avez pas d'emploi, et que vous venez sur une chaîne dont l'objectif est de dénigrer l'Afrique, et que vous commencez au départ, on vous blague, et que alors, vous vous rendez compte en réalité que ça va contre vos convictions, vous démissionnez. Enfin, mais c'est trop facile. Mais non, que ce soit M. Tshisekedi, il se bat actuellement pour voir comment on peut l'aider à ce qu'il puisse avoir un deuxième mandat. C'est ça leur préoccupation. Les préoccupations de ces gens-là, c'est comment faire pour être ce qu'on appelle les évolués. C'est-à-dire le système est nouveau en réalité, comme on le faisait à l'époque. Au temps de l'occupation de l'Afrique de manière physique, on avait sélectionné un certain nombre d'Africains qui allaient constituer ce qu'on appelle les évolués. Le système n'a pas changé. Et donc on a
transformer ce système-là dans une évolution autre, qui est que on a un groupe de personnes qui se sont accaparés des trois pouvoirs, le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir du savoir. Donc vous avez cette élite, parce que je suis docteur, je sais tout, j'ai de l'argent, tout ce que je dis est parole d'évangile. Je suis président de la République, élu de l'extérieur, pas par mon peuple, alors je dois le droit de ce que je dis est bon, ce que je fais est bon, ou bien ce que je paye est bon. Vous voyez, donc voilà ces élites-là. Vous avez des élites donc qui sont extraverties, et c'est le cas de ces personnes-là. Donc parler aujourd'hui, je vais dire, du fait qu'ils sont des victimes collatérales de ce système-là, non, ils font partie du système. Ils font partie du système. Vous avez au Rwanda, comme en RDC, des patriotes, des gens qui croient en l'Afrique, des gens qui croient en leur pays, mais qui malheureusement, par le système de ce que j'appelle des élections censitaires, parce que c'est le vrai problème. Je pense qu'une fois, il faut que le débat s'installe, la question de démocratie, en parlant seulement le pan des élections. Parce qu'aujourd'hui, pour être candidat, il faut payer une certaine somme, une certaine caution, que des gens qui ont des idées ne peuvent pas payer. Donc c'est ceux à qui on peut soudoyer, à qui on peut donner l'argent, qui n'ont pas d'idées, c'est ceux-là qu'on met à la tête du pouvoir. Vous voyez, ce système censitaire électoral, c'est ce système-là qui fait qu'à la tête de nos États, on a des gens qui sont anti-patriotes. C'est d'ailleurs pour ça que la France se bat depuis pour qu'on arrive à, soi-disant, des élections au Mali, parce que l'objectif, quand on va installer comment on appelle, une caution, je prends un exemple de 20 millions de francs, je sais pas, de la somme qui doit être payée, c'est pas tout le monde qui aura, ne pourront payer que ceux à qui la France pourra donner de l'argent en cachette, qui ont des malais qui vont payer, qui vont venir pour travailler pour cette puissance-là. Voilà le système. Donc ici, c'est véritablement un jeu auquel ces deux-là sont en train de jouer. Parce que si M. Tshisekedi est conséquent, je dis bien il est conséquent, s'il veut, c'est alors de vendre réellement ses ressources, mais en même temps de demander la sécurité. Il y a des exemples, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'Arabie Saoudite. Ou alors, il y a des pays qui peuvent leur permettre, on fait le pas avec ce qu'il y en a vu tout à l'heure. Un pays comme aujourd'hui, comment on appelle la Russie. Aujourd'hui, le Congo, le RDC, l'armée militaire, il faut qu'on militarise la RDC. Il n'y a même pas de débat dessus. Il faut militariser la RDC. Et de ce fait, c'est de créer un plan de défense qui s'étend peut-être sur 5 ans, 10 ans, etc. Mais dans l'immédiat, c'est d'appeler des gens qui vont venir pour sécuriser. Donc, appeler les gens. S'ils veulent Wagner, on est qu'à les détester comme ils veulent. Mais à partir du moment où les Congolais ont la sécurité, il faut que ces personnes viennent. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste, c'est du blabla. Et je pense que ces deux personnes sont disqualifiées, à la fois pour le Rwanda, Paul Kagame, et pour le Congo, M. Tshisekedi, pour diriger ces deux pays. Sinon, ce sont des pays qui doivent s'entendre. C'est d'ailleurs pour ça l'idée de Barthélémy Boganda de créer la République centrafricaine. Donc, l'objectif, c'est de créer une république d'ensemble. Nous partons vers une Union africaine et vous avez des gens qui ne font rien. Et là, je termine par ça. Oui. Que fait, et bien que dit l'Union africaine dans cette tragédie que vivent les Congolais depuis près de 2 décennies. L'Union africaine, elle est où? Elle est où? Les autres organisations sous-régionales, elles sont où? Pourquoi personne n'est capable de faire raisonner à Kagame d'arrêter? Si tant bien sûr, il y a une présentation extérieure. Pourquoi? Merci à vous, Monsieur Tapé. À la suite de cette décision prise, c'est d'expulser l'ambassadeur du Rwanda du côté de la République démocratique du Congo, Dr Sango. Peut-on craindre aujourd'hui une nouvelle escalade entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Oui, s'il n'y a pas de réserve entre les deux pays, on risque de s'acheminer vers l'escalade parce que le principal scénario dans les jours à venir risque d'être l'expulsion également de l'ambassadeur de la RDC du côté du Rwanda pour respecter le parallélisme des formes et le principe de réciprocité des relations internationales. Donc je pense que si l'un de ces deux présidents n'est pas tempéré et ne privilégie pas la voie de la diplomatie, la voie de la négociation, on risque de s'acheminer vers l'escalade qui entraînera la confrontation
déjà militaire entre ces deux pays-là, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il est question. Lorsque vous comprenez ou prenez la réponse du président Kagame, qui a dit que les forces rwandaises sont à la frontière de l'Est de la RDC en alerte, c'est pour dire qu'en réalité, il s'attend à une attaque congolaise. Voilà, à une attaque congolaise. Ça veut dire qu'en réalité, il s'attend à cela à chaque moment, à n'importe quelle minute. Donc moi, je pense que aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le cheminement vers cette confrontation-là aujourd'hui avec l'expulsion de l'ambassadeur rwandais du côté de la RDC. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans un contexte où nous sommes en train de promouvoir une Afrique forte dans le concert des nations, dans un contexte où nous sommes en train de travailler pour l'unification de l'Afrique, pour une Afrique unique, il est important aujourd'hui que ces deux présidents-là, parce que comme l'a dit mon co-panéliste de la Belgique tout à l'heure, ces deux présidents-là, en réalité, sont beaucoup plus couronnés par des intérêts égoïstes que des intérêts panafricains. Donc aujourd'hui, il est important pour ces deux pays de travailler dans le sens de l'unité de l'Afrique. Et l'unité de l'Afrique passe par la polarisation des frontières. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on voit les principes des relations internationales, il y a un savant principe qui a été instauré par les colons et qui ne favorise pas les pays africains aujourd'hui à construire cette unité continentale, le principe de l'intangibilité. C'est-à-dire ce principe-là qui voudrait qu'on ne remette pas en cause les frontières telles qu'elles avaient été délimitées par le colon. Oui. On doit passer, on doit se positionner, on doit transcender ce genre de pratique pour comprendre qu'en réalité, c'était des politiques qui ont été instaurées pour diviser le continent africain, pour émietter le continent africain qui, du point de vue originel et original, reste un et indivisible. Donc le président Kagame, comme le président Tshisekedi aujourd'hui, au lieu de sauvegarder leurs intérêts, puisque c'est vrai, comme l'a dit mon co-panéliste, Tshisekedi aujourd'hui travaille beaucoup plus pour qu'il ait un troisième mandat. Donc, il ne peut pas directement s'attaquer même... un deuxième, voilà, Tshisekedi. Il ne peut donc pas mettre la main dans la cause épicentrique de ce problème-là, parce que derrière Kagame, en réalité, l'acteur central reste la dynamique extérieure. Il est important aujourd'hui que les deux comprennent qu'ils sont des frères et qu'ils sont tout simplement des victimes sur le plan intérieur, qui sont manipulés par un acteur, par un ennemi qui leur sont communs, en l'occurrence l'Occident et les Américains. Donc, pour chuter, je dirais tout simplement que l'heure est venue aujourd'hui en Afrique pour que les enfants de l'Afrique travaillent ensemble, travaillent pour le chantier, l'implémentation du chantier de l'unité du continent africain. Parce que c'est la seule chose qui mettra fin à toutes ces dérives que nous vivons aujourd'hui. Merci à vous, Dr Sango. La situation qui prévaut du côté de l'Est de la République démocratique du Congo préoccupe plus d'un. On a assisté à nouveau au scénario qu'on a vécu lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi qui accusait son homologue du Rwanda, Paul Kagame. Autour de Paul Kagame, c'était bien sûr l'inverse. Donc à chaque fois, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. On se gratte plus que jamais en chien de faïence de ce côté. Sur le terrain, la médiation de l'Angola semble avoir montré clairement ses limites. Pourquoi ne pas parler également de la MONUSCO du côté de la République démocratique du Congo qui n'est pas efficace sur le terrain. En témoigne bien sûr cette sortie de M. Antonio Guterres qui disait que le mouvement du M23 est mieux organisé, mieux outillé et mieux armé que les forces onusiennes de ce côté. Alors, que faut-il faire aujourd'hui pour définitivement décrisper les tensions entre la République démocratique du Congo ou encore le Rwanda? Monsieur Tapé, vous avez parlé tout à l'heure de militariser la RDC. Est-ce que ça serait la seule solution aujourd'hui envisageable? Dans l'immédiat, je vais dire, si on avait la possibilité d'avoir une force, c'est-à-dire que si l'Union africaine pouvait constituer une véritable force
je vais dire, d'interposition réelle. Parce que moi, je pense que pour résoudre nos problèmes, c'est entre nous d'abord dans un premier temps. Oui. Malheureusement, si c'est le cas, c'était à l'Union africaine d'appeler à la fois Paul Kagame et Etienne Tshisekedi pour leur dire, comme on dit chez nous, les vraies vérités, pour dire, mais les gars, ce que vous faites, ce n'est pas normal, puisque par puissance interposée, vous êtes ou bien par multinationale interposée, vous assassinez les populations pour lesquelles vous dites que vous êtes élus et que vous êtes censé protéger. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'arrêter cela? Ça, c'est si on avait une Union africaine qui avait cette vocation, qui avait cette volonté, etc. Oui. Tel n'est pas le cas. Parce que c'est une situation qui dure depuis au moins 1980, je sais pas, depuis 1990, 92 par là. C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Et à un moment donné, comme je l'ai dit, l'avènement de Paul Kagame, oui, qui a été fait par la volonté des Américains, des Anglo-Saxons, des Américains et des Anglais, c'est de faire de telle sorte que leur multinationale puisse avoir des ressources d'un pays frère, qui est le pays, la RDC, gratuitement. On sécurise cette zone avec des militaires, des milices privées, hein, puisque on ne veut jamais parler de Blackwater, mais les gens de Blackwater, il y a certains qu'on a envoyés là-bas. Donc, il faut dans un premier temps, alors, protéger cette zone. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si M. Tshisekedi ne se préoccupe pas seulement de sa réélection de 10 ans, hein, et puis, parce que lui, il est arrivé, est-ce que M. Tshisekedi a une fois fait une seule visite dans la région du Goma? C'est ça qui doit démontrer effectivement cette volonté de cette personne. Est-ce qu'il a fait une seule visite là-bas? Parce que quand vous venez et qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, la première des choses, vous vous arrangez pour aller vous-même vous faire l'état des lieux. Mais non, M. Tshisekedi, il va se promener. Donc pour moi, s'il y a cette volonté politique, dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, puisque nous, pour le moment, nous ne fabriquons pas des armes, parce que les gens du M23, ils ont des armes sophistiquées qui leur sont données, enfin, je ne sais pas, on ne peut pas dire données. Oui, je vais dire qu'ils leur sont échangés par les Anglo-Saxons, les Américains et les Anglais. En retour, ils vont donc exploiter les mines et autres, les ressources naturelles du Congo. Et vous avez les forces militaires congolaises qui ne sont pas du tout armées, ou du moins vraiment avec quelques kalachnikovs, qui utilisent encore des lunettes, des loupes, pour voir l'ennemi qui arrive, alors que les autres vont utiliser des drones. Vous voyez où on est? Je dis même, il y a des personnes privées qui utilisent des drones. Est-ce que la RDC a ces moyens-là? Donc, si M. Tshisekedi le veut, si véritablement il est au service du peuple, c'est pour nous, c'est de se tourner dans un premier temps vers un partenaire. C'est vrai que des gens m'ont dit, mais pourquoi on parle de la Russie? Mais on dit quand il y a un incendie, on ne cherche pas l'eau potable. Aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir la sécurité des populations, pour l'heure, c'est d'avoir des gens qui fabriquent des armes, parce qu'aucun pays africain ne fabrique des armes. Or, une arme, là, on ne peut rien faire d'autre, à part avoir une autre arme. Comme dit mes frères malinqués, c'est un fer qui casse fer. Donc, il faut trouver des gens qui vont donner des armes pour qu'on puisse armer véritablement l'armée. Je répète le même mot. L'équilibre des forces. Les forces armées du Congo, oui, pour qu'elles puissent faire face à ces voyous-là. Vous pensez que si le M23 essuie réellement des pertes, et qu'il y a des drones qui sont là en train de circuler, et que M. Tshisekedi même se déplace 1-2 fois, ça va donner du poids à ces gens-là. C'est ce qu'il faut. Maintenant, ça dépendra, puisque n'oublions pas, parce que souvent on est rêveur, en disant oui, ce qui se passe, la situation qui a lieu en Ukraine, c'est loin, ça ne nous concerne pas. Non, c'est une situation géopolitique. Et les gens le disent. Je l'ai dit, je suis souvent M. Brzezinski, parce que lui, il a été conseiller à la fois de Reagan et de Bill Clinton. Donc, ils savent quelle est la politique des États-Unis dans cette situation. Leur objectif, c'est d'avoir le monde entier à leurs pieds. Avoir le monde à leurs pieds, c'est de prendre les ressources des autres sans dépenser quoi que ce soit. On a parlé tout à l'heure, le cas
du Niger, où la France prend non seulement tout l'uranium pratiquement du Niger. Elle ne paye pratiquement rien, puisque les gens sont exonérés d'impôts, de TVA. C'est la même chose. Prendre les ressources du Congo sans que les Congolais puissent en bénéficier. Mais comment on fait? Est-ce que nous allons continuer de laisser nos ressources être prises par des gens pour le bonheur de leur population, et puis après, ces mêmes vont venir nous insulter en disant vous êtes des pays pauvres. Vous vous battez parce que vous êtes idiots, vous êtes comme ça, vous êtes tribaliques, ainsi de suite. On ne va pas continuer. Dans un premier temps, nous avons besoin de sécuriser cette zone. Sécuriser cette zone, il ne faut pas qu'on n'aille pas à 10 000 chemins. C'est de demander des armes, pas parce que les Russes sont les plus bons, mais ils ont des armes qui peuvent nous aider, nous, à sécuriser notre zone. Nous, on prend. Prenons ça. Sécurisons, peut-être que d'ici quelques mois, on aura peut-être permis de sécuriser cette zone et permettre à la population de vivre un peu. Ça fait, je vous ai dit, ça fait 2 décennies, peut-être voire peut-être 3 maintenant, que ces populations vivent vraiment le calvaire. On va nous produire en 2010 un mapping, c'est-à-dire un rapport qui parle de 1993 à 2003, alors que nous en 2010. Donc, ce qui veut dire qu'on va faire encore dans, je ne sais pas combien d'années, un autre rapport qui va partir de 2003 jusqu'en 2023, ainsi de suite. Bref, on n'est pas là dans des rapports, on n'est pas devenu des chiffres, on est des humains. Et nous voulons assumer notre humanité en tant que comme les autres. Donc, nous avons besoin de notre sécurité physique. Et aujourd'hui, le monde que les Occidentaux dominent depuis 1529, c'est un monde de prédation. Et où n'est valable que l'arme. Et nous, on parle des armes. Donc, il faut absolument voir quelqu'un qui peut nous donner des armes pour que nous protégions notre territoire. Il n'y a pas midi à 14h. Sinon, nous avons toujours fait des émissions, parler de ce que nous sommes en train de parler, et puis rien ne va avancer, alors que sur le quotidien, le quotidien des populations africaines, c'est toujours vraiment la galère, la mort, les blessés, les déplacements. C'est pas normal. Nous ne pouvons pas continuer de vivre comme ça. C'est pas possible. Merci à vous, Monsieur Tapé. C'est avec vous d'ailleurs que nous refermons cette émission de For You Matin. Merci pour votre disponibilité. C'est toujours un plaisir de venir s'abreuver à votre source. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous, merci à Dr Sango, merci pour l'invitation. Bien des choses à toute la famille de For You Media. Merci également à vous, Dr Sango, pour vos disponibilités. C'est une nouvelle semaine qui démarre. J'en profite pour vous souhaiter bon début de semaine. Merci, c'est moi qui vous remercie et je profite également de l'occasion pour dire merci à Tapé. C'était vraiment un plaisir de partager le plateau avec lui ce matin. Merci à vous, vous qui avez été nombreux à nous suivre via nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube, For You Media Africa. Vous avez également été en relais sur la 96.3 FM For You Radio. Vous nous avez suivis en direct à la télévision, celle-là même qui porte une vision différente sur le monde. Bonne journée à tous.